Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Madame Mabrouk, merci pour votre invitation. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président du Rassemblement national. Beaucoup de sujets à vous soumettre ce matin. L'affaire des attaques de prison et ce vaste coup de filet. Nous parlerons également énergie et électricité. Mais tout d'abord, après le meurtre du fidèle musulman dans la mosquée de la Grande Combe, le suspect, un Français d'origine bosnienne, a nié le motif raciste de son geste. C'est néanmoins une information judiciaire pour meurtre avec préméditation en raison de la religion qui a été ouverte. Le ministre de l'Intérieur, Jordan Bardella, a condamné vivement l'acte musulman sans reprendre le terme d'islamophobie. Et vous ? Bon, d'abord, ce qui s'est passé ce week-end dans le Gard, dans cette ville de 5000 habitants, est un drame absolu. C'est une horreur et je veux, avant toute chose et avant de rentrer dans le fond du sujet, avoir une pensée évidemment pour la famille de cet homme de 24 ans. Je crois que c'est le révélateur d'une France qui est aujourd'hui livrée à l'insécurité, à la violence, à l'ensauvagement. Et en définitive, les Français ont le sentiment que plus aucun territoire n'est à l'abri de cette ultra-violence et de ce déchaînement de violence qui pèse aujourd'hui sur notre pays. Il y a, y compris un lieu de culte, y compris une mosquée. Y compris un lieu de culte. 3 homicides par jour dans notre pays. C'est une augmentation de plus de 28% depuis 10 ans. 1000 agressions chaque jour dans notre pays. Et à partir du moment où l'État est faible, eh bien, les barbares sont forts. Donc, cette situation, elle appelle à une réponse extrêmement ferme de la part de l'État. Elle appelle à une réponse très ferme de la part de l'autorité judiciaire. S'agissant du qualificatif, il y a une enquête qui est en cours. La visée religieuse, en tout cas, a été retenue dans les considérations judiciaires par l'autorité judiciaire. Maintenant, moi, je ne reprends pas le terme d'islamophobie. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est un terme qui est utilisé en réalité par les islamistes dans notre société et notamment par les frères musulmans pour jeter des fatwas contre tous ceux qui émettent des critiques politiques, des critiques de fond à l'égard de l'idéologie islamiste qui se diffuse dans notre société. Maintenant, ces actes anti-musulmans, ils existent, ils ont été recensés, il y en a eu 154, me semble-t-il, en 2024. Il y a eu 700 actes qui ont visé des personnes ou des lieux de culte à raison de leur confession chrétienne et près de 1500 actes antisémites en 2024. Donc, je veux dire, le ministère de l'Intérieur recense cette violence. Mais est-ce que vous estimez malgré tout que ce racisme anti-musulman est sous-estimé en France ? Non, je pense que la gauche cherche en réalité à instrumentaliser ces drames, ces faits divers pour faire de la politique. J'ai vu les larmes de M. Mélenchon, j'ai vu l'indignation d'une grande partie de la gauche, et on a le sentiment que ces gens-là découvrent le sujet de la violence, le sujet de l'insécurité, lorsque cette violence est dirigée contre ce qu'ils considèrent être comme une potentielle clientèle électorale. Et c'est ce que je trouve profondément immoral là-dedans. On a le sentiment, dites-vous, de ce drame ? J'ai le sentiment que la gauche a les larmes à géométrie variable. Et cette gauche qui est extrêmement ferme, extrêmement dure pour condamner ce qui s'est passé ce week-end, je l'ai été, je le suis et je le suis sans la moindre ambiguïté, est bien plus silencieuse lorsqu'il s'agit de condamner des actes qui ont pu viser Philippine, qui ont pu viser Thomas, Crépol, qui ont pu viser Lola, lorsqu'il s'est agi par exemple de condamner le 7 octobre. Et je n'aime pas cette indignation à géométrie variable et cette condamnation de la violence à géométrie variable. Bardella, ils vous font le reproche inverse, affirmant qu'il y aurait aussi une forme de deux poids, deux mesures de votre part et du ministre de l'Intérieur. Je vous pose la question autrement et directement. Si vous étiez au pouvoir, si vous étiez président ou Premier ministre, est-ce que vous auriez, dès vendredi, dès le jour du drame, dépêché votre ministre de l'Intérieur et donc des cultes sur le lieu du drame, dans la mosquée, pour rassurer, pour envoyer un message de soutien à la communauté musulmane ? Vous savez, quand on est à la tête de l'État, on agit pour la communauté nationale dans son ensemble. Et c'est bien le propre de ceux qui nous gouvernent, c'est précisément de devoir être en capacité de se placer au-dessus de toute considération, qu'elle soit politicienne, partisane, évidemment religieuse. Et à partir du moment où sur le sol français, un individu, quel qu'il soit, un citoyen, quel qu'il soit, et encore une fois, sur le sol français, quelle que soit sa nationalité, est sauvagement assassiné de 40 coups de couteau, que ce soit devant un lieu de culte ou devant un autre, on le condamne sans la moindre ambiguïté, on agit et on met en place les mesures nécessaires pour éviter que ces drames ne se répètent. Maintenant, ces drames, ils sont de plus en plus fréquents. Moi, j'entends que vous estimez que M. Retailleau aurait tardé à réagir. Je ne juge pas M. Retailleau, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas rendu tout de suite, est-ce qu'il a attendu.
je ne veux pas polémiquer là-dessus. Ce que je regarde, c'est qu'il a condamné, encore une fois, sans ambiguïté, et qu'il a appelé une réponse très ferme de la part de l'État. Et je crois qu'il a eu raison de le faire sur cette affaire, comme il a eu raison, évidemment, de porter plainte contre les agitateurs de gauche et d'extrême gauche qui utilisent ce drame et cette barbarie pour souffler sur les braises et, encore une fois, pour remettre en cause la paix civile. Donc, pour moi, quand on ôte la vie de quelqu'un de façon aussi barbare, on mérite la perpétuité réelle. Encore une fois, quel qu'il soit, d'où on vient, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, notre société fait face à une flambée de violence et qu'il n'y a plus un seul territoire où les Français sont à l'abri de cette insécurité. Donc, ce crime mérite la perpétuité réelle et la France, elle, mérite un sursaut sécuritaire, pénal et migratoire pour protéger notre pays. Rendez-vous compte, on parle là d'une ville de 5000 habitants. Je veux dire, on ne parle pas d'une grande ville, on ne parle pas d'une banlieue sensible, on parle d'une ville de 5000 habitants. Et il y a beaucoup de nos compatriotes qui, même très loin des villes, eh bien, ne se sentent plus aujourd'hui en sécurité. Et si demain nous sommes à la tête du pays, nous ferons du rétablissement de l'ordre, de la sécurité, un impératif de notre action volet politique. Sécuritaire, Jordan Bardella, et volet aussi, semble-t-il, en tous les cas, dans l'enquête religieux. J'insiste sur ce point parce que vous dites, et vous avez répété ces derniers temps, que vous étiez, le Rassemblement national était en tous les cas un rempart face à l'antisémitisme. Est-ce que vous diriez la même chose sur le racisme anti-musulman? Vous êtes le meilleur rempart? Je dis que nous combattons depuis plusieurs années la montée de l'islamisme dans notre société. L'antisémitisme est le fait d'un islamisme, d'une idéologie totalitaire qui ne veut pas se séparer de la société française, mais qui vise en réalité à la conquérir et à imposer à l'ensemble de la société française ses propres règles, ses propres lois et par-dessus tout ses propres interdits. Maintenant, est-ce que vous êtes, la question c'est, est-ce que vous êtes le même rempart face à l'antisémitisme et face au racisme anti-musulman? Mais j'ai vocation et nous avons vocation à être un rempart contre toutes les formes de violence qui s'installent dans la société française. Et si demain nous sommes à la tête du pays, nous n'aurons pas la main qui tremble lorsqu'il s'agira de condamner la violence, l'insécurité, les menaces, le racisme, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Et on est d'autant plus légitime à le dire lorsque nous n'avons pas la condamnation à géométrie variable. Vous m'avez relancé tout à l'heure en évoquant ce reproche qui nous est parfois fait par la gauche de réagir à tel ou tel fait divers et de ne pas réagir à d'autres faits divers. J'ai réagi immédiatement à ce fait divers, je l'ai condamné sans la moindre ambiguïté et je n'aurai aucune difficulté à le refaire. Mais la question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce qu'on accepte de vivre dans une France qui est, où flotte une loi des couteaux plutôt que la loi de la République, où on peut se faire égorger, agresser, violenter, tuer au coin d'un rue comme au coin d'un bois, sans que l'État ne réagisse. Et aujourd'hui, les Français qui nous regardent ont le sentiment que l'État ne les protège plus. Donc il faut évidemment rétablir l'autorité de l'État, il faut un sursaut pénal et il faut évidemment contrôler les flux migratoires qui sont aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas de la délinquance de rue, alimente en réalité cette violence. Est-ce que des paroles peuvent alimenter aussi une forme de violence? Est-ce que vous reprenez à votre compte la phrase qui a été lancée par Bruno Retailleau? C'était lors d'une réunion publique. Et je voudrais préciser ce matin qu'il parlait du voile dans les compétitions sportives. Et je voudrais également citer in extenso la phrase. Il a dit « Vive le sport et donc à bas le voile ». Est-ce que vous auriez dit comme lui « à bas le voile » ? Mais c'est pas un concours de... C'est pas un concours de punchline ou un concours de discours. Non, mais c'est une signification et une portée particulière. Monsieur Retailleau, il est au pouvoir depuis plusieurs mois. On ne peut pas dire que la situation sécuritaire et migratoire de notre pays se soit améliorée. Pas ma question, monsieur Bardella. Oui, mais je veux dire, il y a les propos d'estrade et il y a la réalité des faits. Mais vous l'auriez dit ainsi, est-ce que ça peut blesser ou est-ce que c'est une réalité? Moi, je conteste et je suis opposé au port du voile. Parce que je considère que le voile, dans notre société, non seulement n'est pas souhaitable, qu'il est souvent l'étendard, et qu'il est devenu en tout cas l'étendard des frères musulmans et des islamistes pour restreindre les libertés des femmes et pour installer dans la société une logique d'islamisation. Partout où les islamistes sont arrivés au pouvoir, la première mesure qu'ils ont engagée, ça a été vrai aussi dans la Turquie d'Erdogan, ça a été de restreindre les libertés et les droits des femmes et de réinsuffler la culture du voile. Le voile, il n'est pas souhaitable parce qu'il est pour moi une marque de discrimination entre les hommes et les femmes dans notre société. Donc, je suis opposé à titre personnel, comme beaucoup de Français, au port du voile parce que je considère que dans notre pays, la femme française, elle est libre, que nous sommes les héritiers d'une civilisation immense, d'une civilisation européenne dans laquelle la femme est l'égale de l'homme. Maintenant, les propos d'estrade, ce sont les propos d'estrade.
M. Retailleau, Donc, il est en campagne pour la mais présidence vous, des en campagne, Républicains. vous ne l'auriez pas dit ainsi. Je ne sais pas si je l'aurais dit ainsi, c'est pas le sujet. Alors, Le sujet, c'est que si M. Retailleau est cohérent, alors à ce moment-là, il faut prendre des mesures pour interdire le voile. Or, il se trouve que tout ce qu'a annoncé M. Retailleau depuis plusieurs mois, ça fait sans doute plaisir aux militants LR dans le cadre de la primaire, mais quand on est ministre de l'Intérieur, on ne parle pas, on agit. Et je note que tout ce qui a été vendu par M. Retailleau, proposé, porté par M. Retailleau, rien de tout cela n'a été mis en œuvre. Et il nous rappelle en cela les heures sombres de l'UMP, du Karcher qui n'a jamais été sorti et qui est resté à la cave. Oui, parce que, je veux dire, on ne peut pas jouer avec la sécurité des Français. Monsieur Retailleau joue avec la sécurité des Français. Une partie qui le voit dans les sondages comme un rempart contre l'insécurité se trompe alors des Français, une grande partie? Je ne l'ai pas vu pour l'instant comme rempart dans les sondages sur la lutte contre l'insécurité, mais il est ministre de l'Intérieur. Le référendum sur l'immigration qu'il a promis a-t-il été mis en œuvre? La réponse est non. Il a été extrêmement ferme à l'égard du voile. Le voile a-t-il été interdit dans l'espace public, dans les bâtiments publics? La réponse est non. Dans l'espace public, vous-même, vous savez, Monsieur Bardella, que c'est infaisable. Pourquoi il le dit alors? Et pourquoi vous le dites alors? Mais parce que moi je propose précisément d'interdire le port du voile dans les bâtiments publics. Je pense que par exemple, l'interdiction mais pas dans l'espace public. Du port du voile, je vous donne très, très concret, je pense que le port du voile devrait être interdit dans les universités de la même manière qu'il l'est à l'école. Je pense qu'il doit l'être dans les bâtiments publics, dans les administrations publiques, parce qu'on doit y appliquer une forme de neutralité qui s'appelle en France, dans la République française, la laïcité. Monsieur Retailleau, par exemple, a été extrêmement dur sur l'aide médicale d'État en disant que dans le prochain budget, ce gouvernement allait remettre en cause l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins pour les étrangers en situation irrégulière. La réalité, c'est que M. Retailleau, il est assis en Conseil des ministres tous les mercredis entre des macronistes et des socialistes, et qu'en cela, il poursuit la politique qui est menée par Emmanuel Macron et par Gérald Darmanin. La gauche, dont vous avez dénoncé et les paroles et les actes tout à l'heure, lui reproche quasiment d'être responsable moralement, d'avoir du sang sur les mains après le meurtre dans le Gard. Vous avez entendu quand même ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon à son sujet. Est-ce que ce n'est pas une manière de mettre une cible aussi sur le dos d'un... Non, vous semblez relatif. Vous avez sans doute raison. Mais pour ces gens-là et pour la gauche, tout ce qui n'est pas de gauche est d'extrême droite, fasciste, réactionnaire. Je pense que pour la gauche, même M. Glucksmann est considéré comme un militant d'extrême droite. Donc, Monsieur Guedj, je ne prends pas. Monsieur Guedj, par exemple, qui est pour le temps une figure historique du Parti socialiste. La réalité, c'est que la gauche modérée est aujourd'hui mangée par la gauche radicale et que je considère, notamment en vue de la prochaine élection présidentielle, que la gauche NUPES, que la gauche de M. Mélenchon représente la plus grande menace pour notre démocratie. Elle est une menace pour nos libertés, elle est une menace pour l'économie française et elle est par-dessus tout une menace pour la paix civile. Quand on joue en permanence sur les braises de l'antisémitisme, par exemple en expliquant qu'il est résiduel dans notre pays, pour faire plaisir, pour penser faire plaisir à des électeurs qui se trouvent en banlieue en pensant que parce qu'ils sont musulmans, ils seront par principe des soutiens du Hamas et donc des militants anti-israéliens et des militants antisémites, ça c'est extrêmement dangereux. Ça fait fi de toute logique républicaine et je considère encore une fois que ceux qui sont responsables aujourd'hui de la diffusion de ce climat dans notre société sont les macronistes. Parce qu'aux élections législatives, je n'oublierai jamais qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont retiré leurs candidats lors des dernières élections législatives pour appeler à voter pour les candidats de la France insoumise. Et donc s'il y a aujourd'hui des individus comme l'assistant parlementaire de Mme Ercilia Soudet qui appellent à des menaces et à des violences extrêmement fermes, notamment contre votre chaîne de télévision, contre M. Bolloré, par exemple contre des chefs d'entreprise, contre des partis politiques français, c'est bien parce que les macronistes ont retiré leurs candidats et ont permis à tous ces gens-là de siéger à l'Assemblée nationale, d'être embauchés comme assistants parlementaires et d'avoir aujourd'hui une place considérable sur l'ensemble des plateaux de télévision. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et donc, il y a effectivement des militants de la haine dans notre pays, mais il y a aussi ceux qui, à la racine, ont permis à ces militants de la haine de se retrouver dans les assemblées ou sur les plateaux télé. Et dans le même temps, Jordan Bardella, ce sont les mêmes en tous les cas au gouvernement. Je prends l'exemple de Mme Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, qui ce matin dit que l'État va faire appel. Ce n'est pas rien de la décision de la justice administrative qui, je le rappelle en quelques mots à nos téléspectateurs et auditeurs, a rétabli les subventions du lycée Averroès, établissement qui est soupçonné fortement d'entrisme islamiste. Est-ce que là, à tout le moins, c'est une décision sans ambiguïté de faire appel? Il faut bien sûr faire appel. Je suis favorable à ce que l'Assemblée nationale vote tel que Marine Le Pen l'avait porté lors de la dernière élection présidentielle, une loi de lutte contre l'idéologie islamiste
qui permettrait à la société de bannir de l'espace public par la loi les mosquées radicales, les associations politico-religieuses, les institutions qui, sous couvert d'éducation, font en réalité du prosélytisme islamiste. Ces lieux ne doivent pas être financés, ils ne doivent pas être soutenus par l'État ou par les collectivités, ils doivent être combattus, fermés par la loi dans un cadre légal. Et je peux vous dire que pour avoir discuté avec un certain nombre d'élus ou de représentants politiques dans des pays étrangers et notamment dans des pays arabes, la première question qu'ils nous posent, c'est pourquoi êtes-vous si naïfs en Occident et en Europe ? Sans doute vous disent-ils pourquoi vous n'interdisez pas aussi les frères musulmans. Vous avez vu que le ministre de l'Intérieur progresse sur ce sujet. Son concurrent dans la présidence LR, Laurent Wauquiez, veut, lui, pour interdire les frères musulmans, les caractériser en organisation terroriste. Est-ce que cela avance aussi ? Là, c'est aussi une demande de votre part. Même si, je le précise, interdire les frères musulmans, en France, ils ne sont pas constitués comme ils le sont dans les pays arabes. Non, mais ils ont des relais. Proxys, des relais. Ils ont des proxys, notamment au travers de ce qui a été pendant très longtemps l'UOIF, qui est devenu musulman de France, comme si cette étiquette englobait l'intégralité des Français qui partagent cette foi dans notre pays. Heureusement que non. Mais l'islamisme est aujourd'hui en train de gagner une bataille. Elle gagne du terrain chaque jour davantage. Elle se constitue et agit comme une cinquième colonne qui défie chaque jour davantage les lois de la République, mais qui défie aussi nos valeurs, notre culture, notre identité, notre art de vivre, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il est anormal aujourd'hui que des pays comme le nôtre continuent cette complaisance à l'égard de cette idéologie, alors que des pays comme les Émirats arabes unis ont par exemple placé sur la liste des organisations terroristes les frères musulmans. Donc il faut évidemment dissoudre toutes les organisations politico-religieuses qui prêchent la haine de nos valeurs, de notre pays et de la République française. Et encore une fois, si demain nous sommes à la tête de l'État, nous agirons pour faire en sorte que l'islamisme recule et que la République reprenne ses droits dans beaucoup de territoires où nos compatriotes ont un peu le sentiment que l'État les a oubliés. On poursuit notre entretien sur CNews et Europe 1, Jordan Bardella, avec la lutte contre les narcotrafics et ce vaste coup de filet hier dans l'affaire des attaques de prison et je le précise, de menaces contre les agents pénitentiaires. Il y a quelques semaines, quand cela avait commencé, le garde des Sceaux, ici même à votre place, avait parlé de volonté de déstabiliser l'État. Et hier, aux 20h de TF1, Gérald Darmanin s'est félicité du travail des enquêteurs et il a fait cette annonce, cette proposition de faire payer aux détenus les frais de leur incarcération. Il s'agit de rétablir cette mesure, un forfait en fait prison pour les détenus. J'imagine que vous êtes favorable. Oui, d'autant que c'est une mesure que nous avions proposée en 2022. Le coût d'un détenu est en moyenne, d'après un rapport parlementaire du Sénat, d'une centaine d'euros par détenu. Il est invraisemblable. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent ce matin, qui comprennent que ça n'était pas le cas jusqu'à présent, que les personnes qui ont été condamnées pour des crimes notamment très lourds, ne soient pas sujets à payer leur propre détention, leurs frais de détention. Donc il faut évidemment que les prisonniers paient leurs frais de détention. Quand ils le peuvent, alors les familles ou autres. Ou alors les familles, je n'ai aucune difficulté à cela, mais il est absolument invraisemblable que les Français qui travaillent dur, dans un pays où le taux de prélèvement obligatoire est peut-être l'un des plus élevés des économies développées, soient contraints non seulement de subir les méfaits de personnes qui agressent, qui volent, qui tuent, qui pillent, qui cambriolent, mais en plus soient contraints et obligés de payer leurs frais de détention. Donc évidemment que nous y sommes favorables. C'est une mesure qui a été portée par Marine Le Pen en 2022. Et plus largement, j'ai toujours le sentiment coup de chapeau quand même à ce coup de filet et au travail aussi du duo Gérald Darmanin-Bruno Retailleau. Alors je conçois que vous souhaitiez me faire dire du bien de M. Retailleau et M. Darmanin. C'est pas l'objectif. Mais en revanche, ce qui est bien, ce que je reconnais, c'est que plus on s'approche des élections, et en l'occurrence l'élection présidentielle a lieu dans 2 ans, plus la boîte à idées du Rassemblement national, plus les projets de loi du Rassemblement national deviennent, deviennent très, pour le coup, très normalisés, très banals. La loi narcotrafic, c'est pas vous. Le harcèlement des points de deal, c'est pas vous. Mais madame, consentez que tous ces gens-là sont au pouvoir depuis 7 ans, que l'insécurité a explosé dans notre pays et que jamais les chiffres de l'insécurité n'ont été autant hors de contrôle, que les chiffres de l'immigration sont aujourd'hui hors de contrôle et que l'insécurité et la préservation de notre identité font partie aujourd'hui des sujets d'inquiétude majeurs de nos concitoyens. Donc on peut se réveiller à quelques mois de l'élection présidentielle en voulant faire l'inverse de ce qu'on a fait depuis 7 ans. La réalité, c'est que le temps les rattrape et sans doute les Français voient bien qu'il y a une forme de cynisme qu'a cherché ad vitam aeternam combattre le Rassemblement national
pour venir reprendre les mesures que nous avons toujours portées. La réalité, c'est que nous aurons nous seuls l'autorité, l'instinct et le caractère pour porter ces mesures demain. Nous allons en parler dans quelques instants. En tout cas, le temps les a rattrapés ou nous a rattrapés sur le plan énergétique également, puisque la feuille de route énergétique pour les 10 prochaines années de la France, c'est pas rien quand même, Absolument. qui a fortement déplu à Marine Le Pen. Elle nous l'avait dit ici même, a été débattue. C'est un premier débat hier à l'Assemblée. François Bayrou a décidé de décaler le fameux décret, justement, pour cette feuille de route. Alors, tout le monde y voit une forme de ménagement pour le Rassemblement national. On va venir sur le fond du débat énergétique, mais tout d'abord sur la forme. Est-ce que la menace de la censure, en tous les cas, eu égard à ce sujet, s'éloigne un peu ? Non, elle ne s'éloigne pas, mais c'est sans doute l'objectif recherché par François Bayrou. J'aime pas trop faire la popole, la politique politicienne, mais sans doute en nous concédant ce débat sur l'énergie, qui est aujourd'hui un sujet fondamental pour des milliers de Français, mais surtout pour des millions de Français, pardonnez-moi, mais surtout pour nos chefs d'entreprise, était nécessaire. Parce que, je veux dire, ce qui sera la feuille de route énergétique de la France dans les 10 prochaines années, cette fameuse PPE, nous avons souhaité qu'il y ait un débat. Il était inconcevable que tout cela passe par décret, surtout quand on voit la catastrophe qu'ils nous ont préparée, dont même l'Académie des sciences d'ailleurs a pris position en expliquant que cette feuille de route énergétique n'avait ni queue ni tête et qu'en réalité, on continuait dans le dogmatisme vert qui vise à écarter de manière idéologique le nucléaire pour renforcer le renouvelable intermittent. Sur les 300 milliards qui sont prévus sur cette PPE, rendez-vous compte qu'on parle de 38 milliards d'euros simplement pour le raccordement des éoliennes en mer. Donc, moi, ma feuille de route énergétique, elle est extrêmement simple. C'est celle qui est portée par Marine Le Pen dans ce débat sur l'énergie. C'est le nucléaire d'abord et avant tout, les énergies renouvelables et intermittents. Ensuite, le nucléaire a été un atout incontesté dans notre pays du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy. Il a été remis en cause sous la pression des écologistes par François Hollande, puis par Emmanuel Macron. Or, moi, je considère que le nucléaire devrait être un atout non seulement pour avoir une électricité pas chère, pour redonner du pouvoir d'achat à nos compatriotes. Et c'est surtout un atout incontestable sur lequel on devrait s'asseoir dans le cadre de la réindustrialisation. Voilà pour le fond essentiel. Pour la forme, ce que vous appelez la popole, c'est-à-dire pour l'instant... Est-ce qu'il repousse la censure ? Écoutez, la menace de censure, je veux dire, ce qui apparaît comme un acte politique, je veux dire, la menace de la censure, c'est pas simple, on ne se fait pas plaisir. Je veux dire, la censure, c'est une arme qui est entre les mains du Parlement à partir du moment où des lignes rouges sont franchies par le gouvernement. Et en l'occurrence, nous, à partir du moment où on considère que la politique du gouvernement porte atteinte au pouvoir d'achat des Français, à leur sécurité et à leur prospérité. S'il y a suppression de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités, censure. S'il y a augmentation d'impôts, ce qui revient à la même chose, censure. Je résume bien votre pensée. Vous me parlez du budget. Le budget sera débattu à la rentrée, à l'automne 2026. Il est certain que si ce gouvernement souhaite augmenter les impôts, j'entends parler de ce chiffre de 40 milliards d'euros d'impôts supplémentaires sur ceux qui travaillent, sur ceux qui contribuent aujourd'hui à l'effort dans notre société, il s'expose évidemment et de facto à une censure de notre part. Parce qu'on ne peut pas demander toujours des efforts aux Français qui bossent quand on refuse de faire des économies dans la mauvaise dépense de l'État. Quand on refuse de réduire le fonctionnement de l'État, de réduire la mauvaise dépense publique. Et notamment de faire des économies dans ces 1200 agences pléthoriques d'État qui coûtent beaucoup d'argent. La ministre des Comptes publics a commencé à avancer quelques pistes. On va continuer. Non mais ça veut dire aussi... parce que... Vous les encouragez à continuer. Non mais madame... on a le premier groupe à l'Assemblée nationale. Donc, tout ce que nous pouvons obtenir avant d'arriver au pouvoir, nous irons le chercher. Je préside le troisième groupe au Parlement européen. Tout ce que nous pouvons aller chercher dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt de ceux qui travaillent, dans l'intérêt de nos entreprises, nous irons le chercher. Je considère qu'ils ont fait beaucoup de mal à la France, qu'ils ont fait beaucoup de mal à l'économie française. Et on a besoin aujourd'hui de renouer avec le rêve français, de rétablir l'ordre dans le pays et de remettre la France sur le chemin de la prospérité. Je crois que le rêve français est encore, l'âge d'or économique de la France est encore un horizon atteignable. Encore faut-il rompre avec ces logiques de saupoudrage budgétaire qui sont extrêmement contre-productifs pour notre pays. Peut-être aussi faut-il, Jordan Bardella, de la clarté, d'ailleurs en tout point de vue, y compris sur le plan politique, puisque vous avez déclaré dans Le Parisien « Si elle est empêchée, je serai le candidat de Marine Le Pen ». Pourquoi ce changement de stratégie ? Il n'y a pas de changement de stratégie. La fois dernière,
Pardonnez-moi, si je peux me permettre, la fois dernière, vous refusiez même de dénoncer une telle phrase. Madame, nous étions, la dernière fois que nous en avions parlé ensemble et que vous m'aviez interrogé sur ce sujet, c'était le lendemain de la décision du 31. Depuis, Marine Le Pen a fait appel. Elle est totalement innocente des faits qui lui sont reprochés. Et donc nous allons évidemment, et je me battrai à ses côtés, nous sommes unis, soudés, nous le resterons, et je me battrai Donc, tout évidemment a été vu avec Marine Le Pen, à ses côtés cette déclaration. pour prouver notre innocence. Je ne peux pas être plus clair que ce que j'ai dit dans Le Parisien. Ce n'est pas une décision de justice qui privera les Français, quelle qu'elle soit, de la décision, de la possibilité de se choisir des idées patriotes lors de la prochaine élection présidentielle. Donc ma position, elle est Elle a très claire. évolué. Elle n'a pas évolué. Je suis le président du Rassemblement national. Je me prépare à devenir Premier ministre. Marine Le Pen se prépare à devenir présidente de la République. Nous sommes un duo, nous travaillons ensemble. Et j'ai dit de manière très simple et très claire que si Marine Le Pen devait être empêchée de se présenter à l'élection présidentielle, je pense pouvoir vous dire que je serai son candidat. Parce que, encore une fois, notre intention est de faire preuve de responsabilité et de ne pas priver les Français de la possibilité de se choisir une alternance à l'élection. Mais en vous déclarant ainsi, vous dites quoi qu'il arrive, il y aura un candidat RN. Donc si Marine Le Pen est empêchée, ça devient un non-sujet, y compris pour les juges. Il y aura un candidat RN. Mais de fait, je veux dire, c'est pas une... Il y a quelques semaines, vous refusiez de le formaliser ainsi. Donc que s'est-il passé ? De deux choses l'une. Soit vous êtes sûr que le verdict, que l'appel va aller dans le même sens que la justice en première instance, soit il y a un autre motif politique qui vous pousse au sein du RN à vous déclarer. Nous sommes des gens responsables. Et nous ne souhaitons pas prendre le risque que les 11 millions de Français qui se sont portés sur nous lors des dernières élections législatives, et que d'après les sondages, les près d'un Français sur deux qui s'apprêteraient à voter pour le Rassemblement national au second tour, l'élection présidentielle, pour Marine Le Pen en l'occurrence, soit privé d'une voix et soit privé d'une expression. La décision de justice qui a été émise contre Marine Le Pen, elle a choqué beaucoup de Français. Et donc, je veux dire, il y a comme une forme d'évidence. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans cette déclaration. Alors, si vous êtes candidat... Qui a été d'abord concertée, je tiens à le dire, évidemment, avec Marine. Nous travaillons ensemble, main dans la main, dans une relation d'une très grande confiance. Et donc, elle est ma candidate. Elle l'a toujours été. Elle le reste. Et si demain, elle doit être empêchée, eh bien, je pense pouvoir vous dire que je serai son candidat. 3 questions, si vous pouviez répondre brièvement. Je vous prie, Jordan Bardella, puisque vous êtes candidat, si elle est empêchée, quel sera votre Premier ministre ou Première ministre ? Je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le sujet. Alors, si elle est candidate, c'est vous le Premier ministre, mais si vous êtes candidat, vous, à la présidence, vous ne savez pas qui va être Premier ministre. Il serait profondément déplacé de ma part que de répondre à cette question. Nous nous préparons, nous travaillons sur notre projet, et le temps de la présentation des équipes viendra, et peut-être même d'ailleurs avant l'élection présidentielle. Ce pourrait être Marine Le Pen. Il y a encore quelques mois, j'étais le candidat du Rassemblement national. Ce pourrait être Marine Le Pen. Je ne sais pas si elle le souhaite, on en parlera, mais il serait bien indécent pour moi de répondre. Il y a une forme de gêne. Un autre candidat, Cyril Hanouna. Pas de gêne, de pudeur, de réserve et de respect à l'égard d'un calendrier judiciaire et à l'égard d'une candidate qui est aujourd'hui notre candidate naturelle. Vous n'avez pas eu beaucoup de pudeur à vous déclarer candidat à la présidentielle. Mais je ne me suis pas déclaré, madame. Je n'ai pas de pudeur. Je vous dis simplement que le Rassemblement national, si Marine Le Pen devait être empêchée, sera évidemment présent à l'élection présidentielle. Enfin, je veux dire, je pense que, en l'occurrence, ce que j'ai dit n'a surpris personne et qu'il n'y a pas grande originalité ou grande nouveauté dans cette annonce. Peut-être une nouveauté, un candidat croit savoir valeurs actuelles à la une, Cyril Hanouna, que vous connaissez pour avoir répondu à ces questions, avoir été invité à quelques reprises à son émission. Que pensez-vous de sa candidature, si elle était avérée ? Moi, je n'y crois pas. Je pense que l'élection présidentielle est devenu un chemin de croix et un parcours du combattant, que ça nécessite aussi d'avoir une forme d'enracinement dans le pays. Maintenant, Cyril Hanouna a beaucoup de talent et j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour son travail. Vous parlez de chemin de croix pour conclure. Vous avez été présent aux funérailles du pape François. Vous êtes athée, non baptisé, ce qui n'enlève en rien une forme d'appétence à aller sur place. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous et quel a été le moment le plus peut-être transcendant ? Ça a été un moment extrêmement fort et extrêmement prégnant pour moi. D'abord, le pape est une autorité, il est un chef d'État, mais il est une autorité religieuse, morale, une figure universelle, en l'occurrence pour 1,4 milliard de croyants dans le monde.
Et je peux vous dire que me rendre sur place au Vatican, à Rome, dans ce qui a été un moment extrêmement fort, extrêmement puissant, un moment solennel, c'est aussi une déférence à notre histoire, à ce que nous sommes. Il n'est pas nécessaire d'être croyant et d'avoir la foi pour s'incliner devant ce qui a façonné 2000 ans d'histoire de France. On peut ne pas avoir la foi, mais avoir une très grande fidélité à ce que nous sommes, à ce que nous avons été. Et je pense que le moment le plus marquant et le plus impressionnant pour moi était la visite de la chapelle Sixtine, qui élève l'âme, non pas seulement des croyants, mais de l'humanité tout entière. Quand on voit les fresques de Michel-Ange, la puissance du génie humain, j'ai été extrêmement fier d'appartenir à cette civilisation européenne. Peut-être avez-vous cherché sur place une forme de mystère. C'est pour finir en présentant votre livre, Ce que je cherche aux éditions Fayard. Et un prochain à venir dès l'automne, vous nous en parlerez une prochaine fois. Merci Jordan Bardella. Merci, c'était votre grande interview et à bientôt.